Merci, Monsieur le Président. Cette délibération sur les éco-conditionnalités témoigne de l'incarnation de la feuille de route Néo-Terra. Inutile de vous rappeler, Monsieur le Président, qu'elles existent déjà depuis 2016. Elles ont vocation à renforcer la prise en compte des transitions écologiques. Mais les critères environnementaux comme la sobriété foncière qui vont limiter l'attribution des aides régionales témoignent ici d'un véritable choix politique, qui est le vôtre, Monsieur le Président. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne faudrait pas que ces critères soient de nouvelles contraintes imposées tant à nos entreprises qu'à notre agriculture, à l'heure où le ZAN va rentrer en application, le ZAN, dispositif de la loi climat et résilience, zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. La mise en place de ce ZAN suscite, Monsieur le Président, vous le savez, de nombreuses interrogations quand il ne s'agit pas de nombreuses inquiétudes. Aujourd'hui, ces éco-conditionnalités, et notamment la question de la sobriété foncière, risquent de venir alourdir ce dispositif. Et l'anticiper est-il une bonne chose, Monsieur le Président? Vous le savez, il y a 2 recours en cours contre les décrets qui ont été pris le 29 avril dernier. L'un sur la territorialisation dans les SRADET, notamment sur la question de la surtransposition de la trajectoire ZAN dans les règles du fascicule plutôt que dans les objectifs tels que c'était prévu par la loi. L'autre sur la nomenclature des sols artificialisés et sur son absence totale de clarté. Le Sénat, à travers une PPL, a contribué à faire évoluer ce dispositif. Vous l'avez vu la semaine dernière, ça a été débattu le 14 mars dernier. La question de la prolongation d'1 an du calendrier d'intégration de la trajectoire ZAN dans les SRADET, dans les SCOT et dans les PLU est une avancée notable mais encore insuffisante. La réintégration de la trajectoire ZAN dans les objectifs du SRADET, avec, on vient de vous le dire, un rapport de prise en compte plutôt que de mise en compatibilité qui permet aujourd'hui de fixer une cible par le SCOT au niveau régional. La prise en compte des efforts passés dans les SRADET, la prise en compte de la renaturation des sols dès août 2021, date d'entrée en vigueur de la loi climat, la sortie du calcul de 50% au niveau national et du ZAN à 2050 des projets d'envergure nationale et européenne, sans péréquation entre régions. Tout un tas d'éléments qui sont de bon augure, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore totalement actés. Monsieur le Président, nous avons quelques interrogations sur la mise en place concrète de ce dispositif qui, in fine, sera l'alpha et l'oméga des politiques d'aménagement dans les années qui viennent, notamment sur le financement même de ce dispositif. La loi de finances 2022 et 2023 n'a fléché aucun dispositif de financement et d'accompagnement de ce dispositif. Des préalables nous paraissent indispensables à la réalisation, le droit à l'expérimentation, comment financer le coût de l'ingénierie nécessaire à la mise en place de cette sobriété foncière. Aujourd'hui, il y a 2 poids, 2 mesures. Vous avez les grandes aires urbaines qui ont la capacité, par l'ingénierie dont elles disposent dans leurs propres services, parfois par l'appui d'établissements publics fonciers, comme c'est le cas ici en Nouvelle-Aquitaine, de pouvoir réhabiliter des logements anciens et arrêter l'étalement urbain. Tous les élus de tous bords ont parfaitement conscience qu'il faut limiter l'étalement urbain, mais encore faut-il que les élus aient la capacité ingénierique pour porter ce genre de projet. Dans le monde rural, de très nombreux maires n'ont pas cette capacité et n'ont pas les outils nécessaires pour le faire. Là encore, le gouvernement n'a pas répondu à cette question. Travailler sur les questions de compensation et de renaturation et comment les valoriser. Et enfin, une question qui a longtemps été posée par différentes associations d'élus, quid de la réintégration des dépenses d'aménagement et d'acquisition des terrains dans le champ du FCTVA. Et puis, Monsieur le Président, les éco-conditionnalités que vous fixez dans cette délibération viennent encore une fois de plus pénaliser notre agriculture. En 10 ans, Monsieur le Président, nos terres agricoles ont perdu 30% de productivité. En même temps, nous sommes passés de 6 à 10,5 millions de malnutris en France, y compris en milieu rural ou extrêmement rural. 0,2%, Monsieur le Président, de notre SAU, surface agricole utile, suffirait à être autosuffisant en électricité en Nouvelle-Aquitaine. Or, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas voter en conscience cette délibération, car il y a beaucoup trop d'interrogations sur des pans entiers de la mise en place de cette loi climat et résilience, notamment sur
le fait que ces projets de production d'énergie renouvelable, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont compter du 1 pour 1 en termes d'artificialisation, s'ils vont être pondérés. Quid de toutes ces questions qui ne sont aujourd'hui absolument pas, auxquelles on n'apporte absolument pas de réponse. Et donc, Monsieur le Président, nous ne souhaiterions pas que cette délibération et la mise en place de toutes ces éco-conditionnalités viennent alourdir un dispositif qui est déjà extrêmement contraignant pour la plupart de nos entrepreneurs et de nos agriculteurs. Et nous ne souhaitons pas, tout simplement, être plus royalistes que le roi en la matière. Monsieur le Président, je n'avais pas prévu de le faire, mais puisque j'ai encore un tout petit peu de temps, je vais revenir sur le début de la séance et sur les événements scandaleux qui se sont déroulés à Sainte-Soline. Je voudrais rebondir sur les propos de notre collègue Fabien Robert. Il a évoqué une très juste interrogation. Y a-t-il besoin d'un débat sur l'eau? Je crois que des quatre coins de cet hémicycle, tout le monde s'accorde à dire que oui, il y a un besoin d'un débat sur l'eau. Une deuxième interrogation, dans le cas d'espèce, y a-t-il illégalité dans la construction de ces bassines? La réponse est non. Et j'aurais aimé, Monsieur le Président, que vous ayez été peut-être un peu plus précis sur votre intervention liminaire et que vous ayez un peu plus de punch pour condamner ce qui s'est passé. Ces bassines, Monsieur le Président, elles ont donné lieu à une enquête publique de près de 500 contributions. L'enquête publique a donné un feu vert à la construction de la bassine de Sainte-Soline. La commission d'enquête préalable a également émis un feu vert à la construction de la bassine de Sainte-Soline. Plus lourd de sens encore, pour nos collègues du groupe Écologie, le parc naturel du Marais Poitevin a émis un avis favorable pour le projet précité, bassin utile à la préservation, dit-il, de la zone humide. Fait rare, les travaux de la bassine de Sainte-Soline ont pu démarrer avec l'assentiment des premiers opposants au projet, puisqu'un accord avait été trouvé avec les autorités suite au recours déposé devant le tribunal administratif. Quels étaient ces accords, Monsieur le Président? La mise en place de politiques agricoles tournées vers l'agroécologie. Alors, Monsieur le Président, je vous le disais, je vous ai trouvé bien discret sur le sujet. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline est inacceptable dans un état de droit. Alors, mon cher Fabien, pour les propos qui vont suivre, si on doit aller au commissariat, on ira tous les deux et on fera l'audition ensemble. La contradiction est un droit en démocratie. S'opposer pour des raisons idéologiques est permis en démocratie. Détruire des ouvrages légaux est un délit. Mener une guérilla armée face aux forces de l'ordre avec pour but de faire plier un état de droit, cela s'appelle du terrorisme politique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est trompé en qualifiant il y a quelque temps ces activistes d'éco-terroristes. Ils n'ont rien d'écolo, car lorsqu'on cherche à blesser, ou pire, à tuer des gendarmes, on est un terroriste tout court. Merci, Monsieur le Président.